Au nom de Capital Finance, je vous remercie d'être présent avec nous aujourd'hui pour l'édition 2023 de notre conférence M&A. On va donc passer toute la matinée ensemble avec quatre tables rondes différentes. On va ouvrir dans quelques instants avec la SOR, où on plongera dans les coulisses de la stratégie de cet acteur. On aura ensuite une table ronde panorama du marché, où on regardera un peu les grandes tendances du M&A aujourd'hui, l'animation des process, le positionnement des acteurs corporate versus les fonds de private equity. On aura ensuite une petite pause d'une trentaine de minutes où vous pourrez profiter de la terrasse et puis discuter ensemble dans cet espace. Et puis on réenchaînera ensuite après avec une sorte d'étude de cas, je dirais, sur AVA Group, qui est en fait un acteur des compléments alimentaires et de la dermocosmétique que vous connaissez sans doute sous le nom historique de Laboratoire Pont-Roi. Et puis on terminera avec une séquence technique, juridique, réglementaire sur le nouveau contrôle européen des subventions étrangères règlement qui va avoir un impact sur la notification d'un certain nombre d'opérations de concentration. C'est une actu qui est très très chaude, donc je vous invite à rester jusqu'au bout pour comprendre cette nouvelle mécanique et ces nouvelles obligations. On va avancer un peu au pas de charge dans cette matinée, mais si vous avez des questions, si vous avez envie de prendre la parole compte tenu du positionnement, du dimensionnement de la salle, eh ben, écoutez, on sera ravis, si le timing nous le permet, de pouvoir vous permettre d'avoir ces sessions de questions-réponses, mais sans plus attendre. On va donc donner le coup d'envoi de cette conférence avec Anne-Laure Duvaux et Jean-Édouard Allard. Anne-Laure Duvaux, vous êtes directrice juridique et secrétaire générale du groupe SOR. Bonjour. À vos côtés, Jean-Édouard. Alors je vais raccourcir un peu votre titre, vous êtes responsable du M&A de ce groupe qui est un pur player de l'eau. Aujourd'hui, la SOR, c'est un groupe que vous connaissez dans la salle. Il y a eu un certain nombre d'actionnaires financiers qui se sont succédés, mais aujourd'hui, le groupe fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'ambition, c'est de doubler à l'horizon 2030. Et on va comprendre aujourd'hui avec vous comment est-ce que vous allez atteindre cet objectif en marchant, si je puis dire, sur deux jambes, à la fois sur la croissance organique et puis sur la croissance externe, puisque les acquisitions sont un énorme vecteur de votre développement. Alors, sans plus attendre, l'idée, c'est qu'on comprenne bien, qu'on prenne la mesure de cette stratégie offensive, j'ai pas peur du mot, sur la croissance externe. Je crois que vous avez fait une vingtaine de build-up sur la période 2019-2022 qui a correspondu peu ou prou à l'actionnariat d'EQT, l'investisseur financier qui vous soutenait. Ces acquisitions, elles représentent une valeur d'entreprise cumulée d'1 milliard d'euros à peu près. Dans quelle direction stratégique vous menez ces acquisitions? Qu'est-ce qu'elles sont censées faire et apporter au groupe? Oui, bonjour à tous. Donc pour remettre les choses en perspective, SOR est passé d'un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2018 à 2 milliards d'euros, comme vous l'avez dit, en 2022. Et ça s'est fait pour parts égales entre la croissance organique et la croissance externe. Donc clairement, la priorité d'EQT, c'était de transformer l'organisation de SOR pour actionner chaque levier de croissance organique. Mais en parallèle, ils ont décidé d'investir massivement sur la croissance externe et notamment via des augmentations de capital quand c'était nécessaire. Et donc ça s'est fait essentiellement sur deux axes stratégiques. Le premier, c'est l'internationalisation de SOR. Internationalisation sur son métier historique de concession municipale. Et on a fait plusieurs opérations dans l'Europe du Sud, notamment en Espagne et au Portugal. Au Portugal, on a fait une opération assez offensive avec EQT, puisqu'en quelques semaines, on a préempté le premier opérateur de concession municipale au Portugal, qui est Aquaport, en 2020. Donc ça montre également notre agilité dans la manière avec laquelle on travaille avec notre actionnaire sur les sujets M&A. Et le deuxième axe, c'est l'entrée de SOR sur l'eau industrielle. Alors qu'est-ce que c'est l'eau industrielle? Alors l'eau industrielle, c'est accompagner les clients industriels avec une offre en B2B pour toute leur problématique qui est liée au traitement de l'eau. Donc c'est une activité qui a à forte croissance puisque les grands industriels sont confrontés à la raréfaction de la ressource en eau.
Ils doivent sécuriser leur production en sécurisant le traitement de l'eau, et par ailleurs ils doivent être compliant avec des régulations qui évoluent et des problématiques RSE qui sont de plus en plus visibles. Donc on doit les accompagner pour atteindre leurs objectifs, et donc on s'est doté d'une nouvelle business unit qui, quand on a rejoint SOR avec Anne-Laure, n'existait pas. On était vraiment absent de ce marché. Et on a fait une quinzaine de build-up, d'abord en Europe, puis en Amérique du Nord. Et ça nous donne aujourd'hui une plateforme internationale qui est présente dans 130 pays, un portefeuille technologique qui est très large, qui vaut à celui de nos gros concurrents, avec des technologies innovantes, et puis également l'entrée dans une activité dont on va un petit peu parler plus tard, qui est l'activité d'eau mobile. Peut-être pour vous montrer l'impact du M&A sur le profil de SOR, en 2018, la SOR c'était 90% des concessions d'eau en France. Donc le chiffre d'affaires, c'était vraiment concession municipale publique, quoi, entité publique ou parapublique. C'était ça vraiment. Et France. En 2022, ce pourcentage s'est réduit à 70%. Et on a deux nouvelles jambes. Donc l'eau municipale à l'international qui représente 15% du chiffre d'affaires. Et l'industrie, 15% également. Donc c'est une vraie diversification qui s'est opérée. En quelques années seulement. Enfin, le shift a été hyper rapide. Et justement, dans cette activité eau industrielle, il y a une opération dont beaucoup d'entre vous ont parlé, c'est les eaux mobiles de Veolia. On comprend que cette opération, on le devine, elle a dû être compliquée à sortir. Elle était dans un contexte particulier, antitrust. Comment est-ce que vous arrivez à vous mettre en ordre de bataille pour mener ce type d'opération ? Alors, bonjour à tous. Je pense déjà peut-être juste pour compléter ce que vient de dire Jean-Édouard, donc on est arrivés tous les deux en 2017-2018 avec un nouvel actionnaire. L'activité M&A n'existait pas au sein du groupe, donc on a vraiment créé la practice comme un binôme, mais plutôt un trinôme en réalité. Jean-Édouard sur la partie M&A Finance, moi sur la partie Legal Compliance avec l'équipe, et on a mis en place une activité M&A. On l'a professionnalisée aussi, parce que EQT c'est un actionnaire qui va très vite, c'est une force pour nous, mais il faut pouvoir les suivre. Donc Jean-Édouard a parlé d'Aquaport, c'est une opération sur laquelle on n'a pas hésité à lancer un référé, un arbitrage pour pouvoir arriver à nos fins, parce que l'opération était complexe. Donc on a vraiment institutionnalisé cette fonction. On a mis en place des process aussi qui sont très précis, carrés, pour pouvoir avancer, parce que 15-20 opérations M&A, et ça c'est celle qu'on réalise, on en regarde d'autres, il faut pouvoir le faire. On avait des équipes qui étaient surtout françaises, donc on a mis en place, moi au sein de l'équipe, j'ai mis une personne Head of M&A au sein de l'équipe pour piloter toutes ces opérations, et puis bien sûr on a besoin de fonds pour les financer, donc ils sont arrivés, ils nous faisaient confiance sur l'organique, et puis sur le M&A ils nous ont dit on va voir, on regardera, et puis on mettra au pot en fonction de vos objectifs et puis de vos réussites. Donc ça a été un vrai pari réussi, parce qu'Aquaport ils l'ont complètement financé par augmentation de capital, l'activité ou industrielle aussi, et puis l'activité Mobile Water, donc je retombe sur mes pattes sur celle-ci. L'activité Mobile Water, c'est la chance qu'on a aussi d'avoir un actionnaire qui soit bien positionné, qui nous fasse confiance, qui est très exigeant. On a des boards tous les mois auxquels on reporte. On reporte en pourcentage de réussite. Comment est-ce que je pense réussir ce mois-ci? Parfois c'est dur, parfois ça l'est un peu moins. Sur les eaux mobiles, c'est une opération qui a duré 2 ans. On a commencé à recevoir en tant que 3e acteur des questionnaires de la Commission européenne. Et puis à force de répondre à ces questionnaires, parce qu'on y est tenu par la loi, il faut répondre aux questionnaires, on s'est dit il n'y a pas quelque chose à faire dans le cadre de ces opérations. Donc on a regardé, on a étudié, et puis on a participé, on a été un petit acteur finalement dans cette opération, dans cette grosse opération
l'opération Veolia-Suez. Et la Commission a fait émerger un remède qu'elle a souhaité constituer, un remède sur les eaux industrielles, ce qu'on appelle nous le mobile water, les solutions, les unités d'eau mobile. Et donc on s'est inscrit dans ce cadre. Alors après, on a mis en place les moyens nécessaires. Ça aussi, c'est bien, on est une entreprise qui faisait 90% de son chiffre d'affaires en France, mais on nous a donné les moyens de prendre les meilleurs cabinets, les économistes, donc vraiment tout le panel qu'il fallait, des spécialistes en infrastructure aussi, parce qu'il faut toujours tester le marché, à quoi ça va nous servir et comment on va créer des synergies derrière. Et donc on a réussi à démontrer au fil des mois qu'on était suitable buyer à la Commission européenne et on a acquis ces actifs. Alors après, c'est une opération qui était compliquée, et je pense qu'avec Jean-Édouard, ça a été quelque chose de complexe. C'est ce qu'on appelle un asset deal, donc on a racheté des actifs, c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans cette grosse opération Veolia-Suez, donc on a racheté actif par actif. On est encore en train d'intégrer, c'est complexe, mais c'est une opération qu'on a réussi à faire et qui permet de renforcer aujourd'hui les unités mobiles et l'eau industrielle. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Audrey Hibon, vous êtes responsable au plan mondial de l'intégration des acquisitions au sein de Criteo. On reviendra dans un instant sur ce que ça veut dire concrètement. À vos côtés, François Donto, vous êtes responsable sales manager dans la zone EMEA chez Intralinks. Merci d'être avec nous. Leonardo Clavijo, vous êtes associé responsable deal stratégie et exécution au sein de Deloitte. Et à vos côtés, en face de moi, à l'autre bout de la scène, Florent Lauzet, vous êtes membre du comité exécutif du groupe Ciparex et partenaire au sein de la plateforme Ciparex ETI. Donc avec vous, Florent et Audrey, on aura la vision de la dynamique M&A côté corporate et puis côté fonds. Et puis au centre du jeu, nos amis conseils et observateurs de ce qui se passe dans le marché. Alors évidemment, on est à un moment, je pense que c'est pas une révélation que je vais vous faire là, un moment un peu d'interrogation dans l'environnement aujourd'hui sur la manière dont les acteurs organisent, déploient leur stratégie d'acquisition et de cession, qu'ils soient corporate ou sponsor. Du coup, on se permet dans cette table ronde, je le dis un peu en préambule, on peut poser un certain nombre de questions. Je n'ai malheureusement pas des Madame Irma qui vont égorger le sang du poulet ou regarder dans la boule de cristal pour nous prédire ce qui va se passer dans les mois à venir. C'est pas l'objectif. Vous aurez un certain nombre de réponses. Et puis il y a aussi un certain nombre de questions qui seront posées pour qu'on permette de décrypter le mieux possible cet environnement qui est très mouvant. Du coup, Leonardo et François, peut-être pour commencer à dresser ce panorama un peu général, comment est-ce que vous diriez que le marché du M&A il a évolué ces derniers mois? C'est pas le marché n'est pas complètement gelé, on a l'impression qu'il y a des frémissements, ça rebout, ça redescend. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire un peu en big picture? Bonjour à tous. Donc, du point de vue de notre point de vue d'observateur actif, nous on intervient dans la partie dans le cœur de l'exécution de la transaction, puisqu'on est dans la partie du diligence. Évidemment, après le niveau d'activité complètement fou qu'on avait après le Covid, l'année a été à un niveau plus bas. Avec un point bas, je dirais qu'on a observé probablement fin 2022, 2023, mais depuis plusieurs mois, on assiste à un vrai rebond et on est très actif. On a beaucoup de missions, beaucoup de clients qui nous appellent, etc. Donc voilà, comme vous disiez, c'est difficile de dire ce qui va se passer après, on en parlera. Mais c'est un marché qui, pour nous, sur les derniers mois, est actif. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais on a plutôt une taille des deals, une taille des opérations qui est moins élevée. Donc on est plutôt sur beaucoup d'opérations de taille moins élevée, même si évidemment il y a des gros deals, il y a toujours des autres opérations, il n'y a pas de vérité absolue. Et ce qu'on peut dire aussi en termes de tendance sur les secteurs d'activité, et là encore, tous les secteurs sont actifs, mais ce qu'on voit, c'est des tendances sans surprise de secteurs un peu plus actifs, qui sont tout ce qui est lié à la transition énergétique, avec l'énergie renouvelable, on a la santé, avec la pharma, la biopharma, tout ce qui est relatif au soft, au cloud, cette transition-là qui continue à être active. Et puis on a dans les services financiers, on a beaucoup de deals d'assurance. Voilà.
Voilà ce qu'on peut dire en 2 mots. Donc, voilà. Mais ça nous permet de prendre appui pour continuer notre discussion. François, vous partagez un peu le constat de Leonardo, même s'il y a eu une chute, là, ça a l'air de repartir. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on observe, on réalise 15 à 20 000 deals par an, donc on est un observatoire. Ce qu'on voit, c'est tout pays confondu et tout secteur, toute région confondue, que ce soit IMIA, US, Asie, LATAM, c'est moins 15% de deals, en tout cas observés chez nous. Donc, c'est pas non plus catastrophique. Et si on regarde un petit peu du côté des banquiers d'affaires, dans le small et mid cap, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de deals et on voit des banquiers qui sont quand même très occupés et qui vont travailler sur des deals avec des valeurs peut-être moindres que les deals sur lesquels ils auraient travaillé. Donc on descend voilà, de plus en plus. Oui. Là où on était sur des tranches 75, 100 millions, on descend à 50, 75 millions. Voilà, donc il y a une baisse des valorisations et des deals sur lesquels on travaille. Les deals sont plus difficiles à aboutir, il n'y a pas toujours d'accord sur les valorisations. Si on regarde maintenant du côté des banquiers large cap, ils sont très très occupés, il y a beaucoup d'activités, c'est vrai qu'il y a moins de gros deals. On les voit moins sortir pour l'instant. Enfin, ils sont occupés en chambre, on va dire, exactement. Ce qu'on ne voit pas sur le marché. Mais vous dites qu'il y a beaucoup de sujets donc, qui risquent, en fait, on espère, de se déboucler dans les mois à venir. Donc. Il y a énormément de sujets et on voit aussi, côté banquier large cap, on les voit aussi travailler sur des deals sur lesquels on ne les voyait pas travailler avant. Par exemple, des levées de fonds à 20 ou 30 millions. Voilà. Du côté des fonds de private equity, c'est le calme plat, en tout cas en France, côté sell side, mais beaucoup de build-up, ça a été évoqué par SOR, beaucoup de build-up en tout cas côté private equity, et d'ailleurs c'est alimenté par tout ce que font les banquiers M&A sur justement toutes ces opérations à valorisation un peu moindre. Ça alimente aussi le build-up des fonds de private equity. Donc, en termes de secteur, vous partagez le constat de Leonardo, transition énergétique, oui. Alors oui, software, absolument. Ce qui porte le marché et ce qui porte toujours le marché, c'est la transformation, la transformation digitale. Ça a été évoqué aussi par SOR à l'instant. C'est les sujets ESG. On répond à des stratégies qu'il faut exécuter. Peut-être un coup de projecteur sur le secteur de l'énergie. Les grands acteurs font des opérations dans tout ce qui est renouvelable. Donc ça alimente aussi le marché. Côté real estate, on voit quand même pas mal de deals, mais plutôt dû au fait que les taux sont plus élevés. Donc la rentabilité des actifs est moins bonne et donc on vend. Et puis côté retail c'est assez calme, mais d'une manière générale il y a quand même des deals et c'est assez actif. Bien. Alors on va demander à Audrey, je veux bien que vous peut-être voilà, on va se le partager comme ça pour l'instant. Audrey, du coup là sur la base du portrait un peu de l'environnement qui a été dressé, vous intervenez dans un secteur bien particulier, ouais. Je vais le dire pub digital, vous me corrigerez après derrière. Ouais. Est-ce que du coup l'environnement qu'on décrit et le secteur dans lequel vous intervenez, comment est-ce qu'il impacte votre stratégie de M&A? Est-ce que finalement on dit toujours, quand il y a des corrections, il y a des opportunités. Comment est-ce que vous regardez un peu tout ça? Oui. Donc bonjour à tous. Donc je travaille chez Criteo. Donc pour ceux qui sont peut-être moins familiers du secteur, donc c'est une entreprise de la tech spécialisée dans la publicité digitale. On a été une des premières licornes françaises cotées au Nasdaq en 2013. Donc ça fait quelques temps. Par rapport aux tendances du marché, donc je rejoins complètement. Enfin, sur le côté, on voit un effet sur les valorisations. Alors nous, on est aussi, on est mondial. Dans notre stratégie d'acquisition, on regarde également beaucoup d'entreprises aux États-Unis où le marché est plus mature. C'est vrai que dans les 18 derniers 24 mois, il y avait une espèce de course à l'échalote également sur les valorisations. On a vu des multiples triplés par rapport aux standards qu'on avait pu voir avant. Je dirais que là, clairement, il y a une normalisation. Donc pour nous, comment dire? Alors, ça, c'est le constat côté marché. Après, par rapport à la stratégie Criteo, on a toujours eu une stratégie M&A assez raisonnée. C'est-à-dire qu'on définit notre stratégie et ensuite, on regarde où est-ce qu'on a des gaps et ensuite, c'est vraiment buy, build, partner. On a de la chance d'avoir quasiment un tiers de nos effectifs. On est 3500 aujourd'hui, plus d'un tiers qui sont des profils ingénieurs. Et on a un AI Lab qui sont dans la recherche. Donc, on a une forte dimension innovation interne également. Et sur le buy, notre approche M&A, on
on doit faire, on fait environ 2-3 deals par an, des entreprises plutôt pas forcément on a fait deux grosses opérations, et sinon beaucoup de ce qu'on appelle les acquire ou des investissements qui nous permettent soit de compléter notre offre produit, soit notre portefeuille client. Avec des critères d'éligibilité du coup qui sont hyper stricts en tant qu'entreprise. On fait clairement très attention au retour sur investissement. On n'est jamais parti dans ce côté un peu effet de mode. Je parlais de la course à l'échelle, mais justement de dire, c'est-à-dire qu'on a nos financiers et nos actionnaires comme la direction fait également très attention à s'assurer que il n'y a pas d'illusion de valeur. Et donc du coup, dans la négo en amont, on fait, dans les critères, on a d'une part s'assurer qu'il y aura bien un retour sur investissement, qu'il y a une vraie complémentarité avec nos stratégies, donc côté produit, qu'il va y avoir les synergies qu'on attend. Donc l'intégration, j'y reviendrai après, mais est aussi assez importante. Donc c'est moins la stratégie peut-être build-up où les entreprises sont peut-être plus laissées de façon indépendante. Nous, on a vraiment une stratégie intégration produit qui est clé. Donc c'est pour ça qu'on fera d'autant plus attention au profil. Oui, et donc finalement cette prudence qui a toujours présidé à votre stratégie, finalement aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça tombe plutôt bien. Exactement. Et c'était pas ce moteur-là que vous faisiez tourner de manière plus précise. Alors Florent, de votre côté. Entre l'environnement qu'ont décrit François et Leonardo, l'approche d'Audrey, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Comment est-ce que ça impacte vos marges de manœuvre en termes de fonds de private equity? Qu'est-ce qui a changé pour vous dans cet environnement? Bonjour à tous. Alors, ce qui a changé, c'est on est passé d'un marché, on va résumer les choses, on va caricaturer un peu, on est passé d'un marché où les vendeurs tenaient le manche à un marché où les acheteurs ne tiennent plus. Et donc tout ce qu'on va décrire là, moins de deals, des deals plus lents, des deals plus volatiles qui s'arrêtent, qui repartent, des sorties de process aussi. On regarde beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, puis on ferme vite. Et donc ça rend très très imprévisible l'exercice du M&A pour un professionnel du M&A, et donc derrière pour ses mandants, pour celui qui lui a confié un mandat. Donc ce marché-là, il est comme ça depuis, je dirais, 12 mois. Alors nous, on a une vision plateforme Syparex. Donc on a une vision qui va traverser le VC, la transition, le late stage, la transition énergétique par notre fonds d'impact Tilt. On va aller sur les petites PME, puis on va aller sur les mid-cap. Donc on a ce focus qui est moins international. On regarde l'Italie, Benelux, la France et un peu l'Espagne. Donc on a une vision très Europe-centrique, mais on a une vision par contre sur l'ensemble des classes d'actifs. Et on a vu ces vagues, on a vu une première vague VC, avec un ralentissement très très fort et un retrait notamment des players américains. Donc l'eau s'est retirée et moins d'opérations, et ça c'est le cas depuis 18 mois au moins. Et puis on a vu ça arriver dans le haut du spectre, avec les deals à plus d'1 milliard d'euros qui sont clairement pas arrêtés, ils ont été mis en pause. Pas des arrêts brutaux, c'est des process, on va revenir là-dessus, c'est très intéressant, qui s'étalent. Donc on était avant sur un 100 mètres, puis maintenant on est sur un 400 mètres, il y a des haies, il y a des relais, des passages avec de l'eau, éventuellement un peu de boue. C'est l'Ironman en fait, là où vous faisiez le sprint 100 mètres, maintenant le process, c'est ça. Et la conséquence de ça, c'est quand on a plus de temps, on se pose plus de questions, on fait plus de diligence, donc on trouve plus de choses aussi. On a une déclaration, une promesse faite par l'entreprise et qui n'est pas tout le temps là, quelques mois plus tard, sur un current trading, sur des projets. Et donc tout ça remet des haies, des embûches, un peu de boue sur la trajectoire du M&A. Donc ça c'est la vision vendeur qui confie un mandat, et donc volatilité, grosse préparation aussi, on a parlé de tous les sujets avec la SOR, toi aussi sur tous ces exigences de l'acheteur par rapport à est-ce que je suis prêt à être une plateforme de M&A. On a vu qu'il y a de l'humain, il y a du process, il y a des recrutements, il y a un shift culturel, et bravo à la SOR, parce que c'est un métier très, très ancien, très ancré, essentiel, service essentiel, mais il fallait quand même réinventer une structure. Alors, là, je dévie un peu, mais sur le process M&A et sur ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une boucle qui se met en place, on en a parlé ensemble. Préparant cette table ronde, c'est moins de levée de fonds,
Donc moins d'appétit pour acheter, donc moins de cessions, donc moins de distribution, donc moins de levée de fonds. Nicolas Brodetsky, vous êtes le CEO d'AVA Group. En quelques secondes, dites-nous ce que fait AVA. Avec vos mots à vous plutôt que les miens, ce sera mieux. Alors, AVA est le leader européen de la santé naturelle, avec 7 marques stratégiques maintenant. Je vous donne les chiffres maintenant. Non, mais donnez-nous 2-3 marques qui parlent bien au grand public. Les marques qui parlent le plus au grand public, c'est Biolan, donc leader français de l'hygiène et soins des bébés, et maintenant beaucoup plus large que ça, qui fait un peu plus d'une 50aine de millions d'euros. Et puis il y a beaucoup d'autres marques de compléments alimentaires de prescription médicale, de prescription pharmaceutique, et aussi accès grand public sur toute indication qui ont rapport avec la santé naturelle. Très bien, c'est parfait. À vos côtés, votre actionnaire, Cédric Dubourdieu. Vous êtes partenaire chez BC. Vous êtes rentré en 2022 au capital d'AVA Group. Et votre conseil, sans lequel rien n'aurait été possible, Denis Criton. Vous êtes associé chez Latam & Watkins. C'est bien de le rappeler. Bien de le rappeler. Et on ne bouge pas une oreille sans demander son avis à Denis. Que ce soit pour les pour la plateforme et puis pour la vie en général. Bien, alors je vous rappelle que nous avons une demi-heure sur cette table ronde, donc on va mettre la pédale douce sur les blagues pour pouvoir. C'était pas une blague, d'ailleurs. Pour pouvoir mais rentrer. On peut faire des blagues. Nicolas, vous avez rejoint le groupe il y a une dizaine d'années à peu près. Vous allez me corriger si je dis des bêtises. Ce groupe, il s'est construit par acquisitions successives et pour situer, on va dire, pour le public dans la salle, vous connaissez AVA Group sous le nom de sa structure peut-être d'origine, la structure fondatrice, on va dire, qui était Laboratoire Pont-Roi. Est-ce qu'on peut le présenter comme ça ? Ouais, si. Pour Roi, en fait, le groupe s'est constitué en fusionnant en 2017 deux sociétés, donc la société Pont-Roi et la société Aragan, que moi je dirigeais depuis presque une dizaine d'années. Et Pont-Roi, c'est une société qui a un très long historique, puisque ça a été fondé en 1975, et il y a eu une série d'acquisitions, dont Biolan, qui a fait partie de l'acquisition, dont Vitarmonil, dont Nutri-Santé, qui ont contribué à faire de Pont-Roi en 2017 un laboratoire qui faisait 96 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a fusionné avec Aragan, qui faisait un peu plus de 20 millions d'euros. Et tout ça a donné naissance au groupe AVA. Et dans les différents, dans Pont-Roi et puis dans Aragon que vous dirigez, il y avait des investisseurs financiers, il y avait déjà des fonds, il y avait 3i qui étaient au capital, je crois. Alors ça, c'est dans ma structure d'origine, effectivement, dans Aragon. On a commencé en 2011 avec un family office. Ça a été vendu et racheté par les managers et un fonds d'investissement qui s'appelle Calcium Capital en 2013. Et après, en 2017, il y a eu la fusion avec le laboratoire Pont-Roi qui a été acquis par 3i juste avant. Et en 2019, c'est là que vous avez adopté cette nouvelle dénomination AVA Group, en fait, c'est bien ça? Ah oui, on a mis beaucoup de temps avec les conseils. Vous n'aviez pas demandé à Denis, sinon il vous aurait trouvé le nom en 2-2. Possible, je sais pas. Je sais pas. Mais c'était fin 2017 la fusion, et donc effectivement 1 an pour avoir une dynamique groupe, un ensemble commun et une stratégie commune et une homogénéisation de la culture qui était compliquée parce qu'on partait d'une culture familiale forte, presque 50 ans de Pont-Roi, avec une entreprise plutôt start-up parisienne, et donc du coup le mélange des cultures était assez compliqué, et donc il a fallu trouver tous les points communs avant de former cet ensemble commun, cette fusion. Et puis on va y revenir dans quelques instants avec Cédric, qui a eu l'entrée, donc un nouveau LBO avec BC Partners l'année dernière. Si on prend la photo aujourd'hui, à l'instant T, AVA, ça représente quoi en termes de chiffre d'affaires, de collaborateurs, et quelle est un peu votre trajectoire de taille, on va dire? Donc AVA, en 2023, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 950 collaborateurs. On est leader européen maintenant de la santé naturelle. Donc il y a une dizaine de sociétés qui font entre 150 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Et donc voilà, c'est encore un marché très fragmenté, sur un marché qui fait 15 milliards d'euros à peu près en Europe, sachant que ce même marché aux États-Unis fait 80 milliards d'euros, juste pour comparaison. Voilà. Et vous avez une grosse partie de vos salariés qui sont basés en Vendée, où il y a une grosse usine? Oui, on a un site industriel en Vendée où il y a en tout 450 personnes, donc 250 pour la partie industrielle et la partie logistique, et 200 pour la partie fonction support.
et les fonctions marketing principalement à Paris, fonctions marketing et management principalement à Paris, où on a un siège d'une à peu près 150 personnes. Et donc vous avez dit 300 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires 2023. Votre objectif, c'est quoi la feuille de route que vous avez donnée à horizon 5 ans, on va dire 2027-2028, vous visez quoi ? Horizon 2027, on a une feuille de route qui est assez, entre guillemets, assez simple, c'est-à-dire cumuler croissance externe et croissance organique. Croissance externe en bolt-on comme on a fait jusqu'à maintenant, donc 1 à 2 acquisitions par an, avec des sociétés qui font entre 10 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, et de la croissance organique sur nos marques stratégiques existantes d'une dizaine de % par an, dépendant en fait de la maturité de chacune des marques, et qui nous amène à peu près à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, sans acquisition, sans croissance externe transformante. Sans grosse acquisition. Alors Cédric, qu'est-ce qui a amené BC Partners à s'intéresser à AVA quand vous avez regardé le dossier? Est-ce que c'était le secteur? Est-ce que c'était le segment? Est-ce que c'était la boîte, les drivers? Qu'est-ce qui vous a pour tout ça? Un peu tout. D'abord le secteur, parce que même si on a des ancrages locaux forts depuis longtemps dans les différents pays européens, on organise par secteur. Et mon associé en charge du secteur pharma avait identifié ce sous-segment de la santé naturelle comme un segment clé. Et donc on a regardé un petit peu les sociétés qui pourraient nous intéresser. Nous, on a des critères de taille plutôt à la hausse. Donc, comme l'a expliqué Nicolas, il n'y a pas 12 000 sociétés de taille importante dans ce secteur-là en Europe. Et AVA est vite apparu sur notre écran radar et quand Troisy a commencé à réfléchir à une sortie. C'est une société qu'on avait identifiée bien avant et sur laquelle on a passé du temps et à la fin on a réussi à remporter l'affaire. Avec une thèse à l'entrée qui était cette double jambe de la croissance organique et du build-up dans ce marché très fragmenté qu'évoquait Nicolas. Clairement, la plateforme d'acquisition qui a été mise en place par Nicolas nous intéressait beaucoup. Et évidemment, à côté de ça, et de manière aussi importante, la croissance organique très importante, drivée par des tendances assez fortes de vieillissement de la population, de soins préventifs versus soins curatifs, de bien-être, de santé naturelle. Donc tous ces thèmes-là nous faisaient dire qu'il allait continuer à avoir de la croissance organique. Et bien évidemment, aujourd'hui, le groupe est encore très français. Je vais dire peut-être une bêtise, mais autour de 70% des chiffres d'affaires en France. Et on a clairement vocation à devenir plus européen et devenir le leader by far du secteur en Europe, avec plusieurs grosses marques qui font plus de 100 millions de chiffres d'affaires. D'accord. Donc ça c'est pour la trajectoire. Quand vous êtes rentré, il y a plusieurs chiffres un peu qui ont circulé dans la presse. Vous les corrigez, c'est l'occasion s'ils ne sont pas corrects. On a évoqué une valeur de l'ordre du milliard d'euros. Un peu plus, avec un financement de l'ordre de 500 millions d'euros. Un peu moins. Financement unitranche. Unitranche par ARS, des conditions tarifaires. Déjà, le marché avait déjà beaucoup bougé l'année dernière, donc on était plus ou moins dans le marché. Et du coup, sur ce point financement particulièrement, vous le dites, le marché il était déjà quand même hyper compliqué, pour pas dire hyper tendu, voire hyper presque fermé. Qu'est-ce qui fait, à votre avis je ne sais pas si le marché était fermé. Il était tendu quand même. Comme aujourd'hui, le marché est ouvert, c'est juste que les conditions tarifaires sont élevées. Donc on a pris le marché sur le... Je pense qu'on a eu plutôt des bonnes conditions en termes de levier. Je pense que si on refaisait le deal aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait autant de levier qu'on a eu à l'époque. Par contre, en termes de coûts, c'est plus ou moins dans le marché aujourd'hui. Et assorti aussi évidemment du coup de lignes de build-up qui ont été calibrées, ça vous pouvez communiquer un peu sur ce qui a été en termes de facilité. Oui, on avait calibré ça en fonction du plan. Bien évidemment, comme l'a mentionné Nicolas, si jamais on a commencé à regarder des transactions plus importantes, on remettrait de l'equity dans le deal. Ok, alors du coup on va demander maintenant à Denis comment lui de son regard de conseil juridique, d'avocat qui vous accompagne sur ces sujets. C'était quoi un peu les facteurs clés de succès pour que ce deal se fasse? Là, je parle du deal à l'entrée de BC, je ne parle pas pour l'instant de la partie build-up. À l'entrée, ce n'est pas très juridique, mais on le voit ici aujourd'hui. Ce qui a la clé du succès pour BC Partners dans cette opération, en tout cas de mon point de vue, c'est l'adhésion à une vue commune, une vision commune du groupe AVA et du développement du groupe AVA sur ces deux jambes qui ont été décrites il y a quelques minutes. Et c'était, je dirais d'un point de vue un peu extérieur, très, très évident. Ça s'est passé de façon très évidente. Il y a une thèse de business qui a été développée par Nicolas et qui a été totalement adoptée, je dirais, par BC Partners. Il y a une grosse entente.
en amont même de la signature, et je pense que ça a permis à BC de battre la concurrence, parce que je crois que Nicolas a permis aussi de lever certains obstacles jusqu'à la signature du deal. Et la traduction, je dirais, technique de tout ça, on en a parlé il y a quelques instants, il y a le financement, la mise en place d'une structure de financement qui permet ces développements, en particulier externes, y compris avec un financement additionnel si nécessaire pour les acquisitions. Et puis, je dirais, des termes d'investissement du management qui sont souples et donc qui permettent au groupe AVA d'être agile. Parce que ce développement, il s'accompagne d'un intéressement de nouveaux entrants, de nouveaux managers, avec des profils très différents. Ça peut être des Français dans des toutes petites boîtes, ça peut être des étrangers avec des contraintes juridiques, fiscales, locales très différentes. Et là, il faut un management package, pour utiliser un vilain mot, qui s'adapte à ces nouvelles contraintes. Et par ailleurs, on ne propose pas les mêmes termes d'investissement à un fondateur qui a 55 ans ou à un primo-entrant qui n'a jamais investi d'argent ou qui n'est pas fortune faite, quoi. Et là où Nicolas et l'équipe de BC Partners sont également, bien entendu, et ont une vision, à mon sens, assez mature du sujet, c'est-à-dire qu'ils ont prévu cette souplesse. Cette souplesse, elle est possible dans le management package, elle se fait en bonne intelligence avec les équipes de Nicolas qui sont au quotidien sur ces sujets. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés d'un point de vue juridique du succès. Qui fait Alors, on va conclure notre conférence de la matinée avec un dernier panel ultra stratégique. Et là, je le dis, restez dans la salle avec nous. C'est vrai qu'on a eu... Non, mais c'est vrai que le sujet réglementaire, on peut se dire, attention, ça va être compliqué de conclure sur ce sujet, mais c'est extrêmement important que l'ensemble, je dirais, de notre public, de notre auditoire et de la communauté soit bien au fait de cet enjeu. On a appelé cette table ronde de contrôle européen des subventions étrangères, nouvel enjeu du M&A. C'est pas pour rien. C'est un nouvel enjeu, c'est une nouvelle obligation qui va s'imposer à l'ensemble des acteurs qui regarderont un certain nombre de sujets. Je ne sais pas si nos amis continuent la table ronde sans nous. Martin, il y a un petit... Si, ils peuvent continuer derrière, voilà. C'est un peu à l'ancienne chez nous, on se dit les choses là comme ça. Donc on va parler de ce contrôle européen des subventions étrangères qui est basé sur un règlement européen. Ce contrôle, il va notamment concerner les opérations de concentration. L'actu est chaude, on y reviendra dans quelques instants avec vous, mais je ne crois pas dire de bêtises en disant que les règlements vont entrer en vigueur le 12 juillet prochain et qu'on est encore dans l'attente d'un certain nombre d'éléments importants d'application. On le dira également. Ce regard croisé sur ce sujet clé, il est entre Mathilde Saltiel, vous êtes avocate associée en droit de la concurrence chez Latam Watkins, et Gilda Dumison, vous êtes associée Economic Advisory chez Deloitte et expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Alors, il va vous appartenir à tous les deux de nous décrypter un peu ce mécanisme que je dirais s'apparente un peu à un mécanisme des aides d'État, contrôle qu'on connaît bien dans les frontières de l'Union européenne, mais là on parle de pays tiers. Donc on va aller contrôler des subventions qui ont été attribuées par des entreprises tiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Mathilde, d'où il sort ce règlement? Quelle est la philosophie qui préside un peu à son existence? Bonjour à tous. Alors, la genèse de ce règlement sur les subventions étrangères, c'est l'opération Siemens-Alstom, dont vous vous souviendrez en 2019, qui a été interdite par la Commission européenne et qui a soulevé énormément de questions, notamment sur est-ce que l'Union européenne peut se doter d'une politique industrielle ou est-ce que c'est un gros mot, est-ce que c'est la politique de concurrence qui l'emporte? Toute la réflexion aussi sur la possibilité de créer des champions européens, donc ça rejoint aussi les sujets de réflexion d'AVA. Et donc, à cette occasion-là, s'est posée notamment la question de la mise à jour de la stratégie industrielle de l'Europe, parce que donc là, on était en 2020, et une réflexion autour de la dépendance potentielle de l'Union européenne dans un certain nombre de secteurs stratégiques, et la volonté de développer un nouveau modèle
qui permettrait de créer ce qu'on appelle en anglais level playing field, donc on va dire des règles du jeu équitables pour tout le monde. Voilà, un terrain de jeu équitable pour tout le monde. Avec un constat assez troublant finalement, qui est qu'un tiers du PIB de l'Union européenne provient des échanges avec des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et en fait, tous ces investisseurs étrangers, qui sont essentiellement des Américains, des Anglais, des Chinois et aussi de plus en plus des Émirats, ne sont soumis à aucune règle, alors que nos propres entreprises européennes qui bénéficient potentiellement de contributions financières des États membres sont soumises au contrôle des aides d'État. Donc voilà, en termes d'équité... Donc on a dit en fait, le contrôle des aides d'État, il est hyper strict dans les frontières de l'Union intra-européennes. Et en même temps, il y a tout un champ qui échappe complètement à la réglementation, d'où l'idée de vouloir contrôler, ou en tout cas prendre dans ses filets, une part de ces entreprises. Diriez-vous aussi, Gilda, que finalement, tout ce que vient de dire Mathilde, ça s'inscrit aussi dans un contexte de mesures protectionnistes domestiques. Est-ce que finalement on peut relier un peu tout ça en se disant on veut protéger les économies nationales ou communautaires? Est-ce que ça s'inscrit là-dedans? Ça s'inscrit très clairement dans un basculement de l'économie mondiale depuis quelques années. Après des décennies de mondialisation, d'intégration des économies et d'échanges de plus en plus forts et de spécialisation finalement des différentes économies, chacune dans leurs avantages respectifs, là, depuis quelques années, les grandes puissances économiques ont pris conscience un peu brutalement de leur dépendance à l'égard de pays tiers, de la fragilité d'un certain nombre de chaînes logistiques d'approvisionnement, et se sont rendus compte, notamment à l'occasion de la crise sanitaire, mais pas uniquement dans le cadre sanitaire, que finalement les grands enjeux auxquels elles devaient faire face, qui sont des transitions numériques, des transitions écologiques, allaient nécessiter des financements énormes, il y avait des enjeux technologiques énormes, et que en fait, toutes les grandes économies, donc les États-Unis et la Chine, investissaient au maximum dans leurs économies, ce que l'Europe ne faisait pas trop. Et donc il y a vraiment un changement de paradigme, une prise de conscience qu'il faut une politique industrielle européenne, il faut des financements publics massifs, et donc ça a conduit à deux choses. Un léger assouplissement côté d'État avec des secteurs prioritaires, des projets intra-UE. Et donc là, on le voit beaucoup, là, sur tous les sujets de projets de batteries, d'hydrogène, de semi-conducteurs. Et puis, et donc des plans finalement d'investissement public qui font un peu écho aux investissements publics que l'on voit aux États-Unis, qui sont complètement graphiques. Il y a plusieurs milliers de milliards de dollars qui vont être investis dans plein de secteurs de l'économie pour développer en fait des capacités nationales de production et technologiques. En Chine également, la Chine est en train de basculer dans un monde en fait de décennies de croissance économique, où le but était de faire la croissance économique en Chine, et maintenant c'est plutôt d'assurer son indépendance technologique. Et donc elle-même de réinvestir et de financer finalement, de ne plus dépendre des technologies qu'elle ne maîtrisait pas forcément, qu'elle maîtrise de plus en plus. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, et ça rejoint ce que disait Mathilde, il y avait une asymétrie entre des aides accordées par les États de l'Union européenne qui étaient très encadrées, et puis des aides, des subventions, des contributions, on y reviendra. Oui, et finalement des compétiteurs massifs. En fait, ce qu'on dit là, c'est que ces entreprises, ces concurrents-là de nos entreprises, de nos pérennes, sont massivement subventionnés, et pour autant, donc du coup, elles ne jouaient pas à armes égales avec les entreprises européennes. Donc c'est ça qu'on essaye de rétablir, entre guillemets, c'est cette volonté-là, cette asymétrie qu'on essaye de corriger avec cette nouvelle réglementation. Oui, un bon exemple qui date un peu, mais à un moment quand BX Sport est arrivé sur les marchés français pour candidater à des appels d'offres pour obtenir des droits de retransmission sportive, en fait, France Télévisions n'aurait pas pu faire la même chose en étant financé par l'État français. BX Sport était financé par l'État en l'occurrence. Et donc là, ça a mis un peu en évidence cette asymétrie entre des acteurs qui bénéficient de subventions hors Union européenne et puis des acteurs nationaux qui étaient